Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une nouvelle onde de choc vient de frapper Sepp Blatter. Le président de la FIFA a été éjecté de son siège en raison du scandale de corruption et de fraude qui secoue la FIFA. Il a été suspendu pour 3 mois et c'est le Camerounais Issa Hayatou qui prend les rênes de l'instance fêtière du football mondial. Des transporteurs et vendeurs de sable défient la communauté urbaine de Yaoundé. Malgré les injonctions de libérer le site d'Olembe, certains poursuivent leurs activités, provoquant de nombreux accidents sur cet axe routier. En deuxième partie de ce journal, la cécité, la cataracte, reste la première cause de cécité dans les pays en voie de développement. Comment comprendre cette situation qui touche le Cameroun? On en parle en deuxième partie de ce journal. Mais avant, voici le développement des principales nouvelles. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le Camerounais Issa Hayatou prend les rênes de l'instance fêtière du football mondial. Il remplace Sepp Blatter, suspendu en raison du scandale de corruption et de fraude qui secoue la FIFA. Le verdict est tombé ce jeudi. Plus de précisions avec Sylvestre Hippolyte Zangao. Ça ne sera peut-être que pendant 90 jours, mais ce sera bel et bien la première fois qu'un Africain dirige la toute-puissante FIFA. Premier vice-président de la Fédération internationale de football association, le Camerounais Issa Hayatou est le nouvel homme fort de l'instance fêtière du football mondial. L'actuel président de la CAF, conformément au statut de la FIFA, qui donne les pleins pouvoirs au vice-président le plus ancien à son poste, en cas de suspension ou de démission effective du président, prend les rênes de la Fédération internationale de football association. Issa Hayatou occupe la vice-présidence de la FIFA depuis 1988. Sepp Blatter, président de la FIFA, Michel Platini, président de l'UEFA, et Jérôme Valk, secrétaire général démis de ses fonctions, écopent d'une suspension provisoire de 90 jours en raison du scandale de corruption et de fraude qui frappe la FIFA. La commission d'éthique qui a pris cette décision a également infligé une suspension de 6 ans à Chung Monjun, l'un des vice-présidents et candidat à la succession de Sepp Blatter, en plus d'une amende de 100 000 francs suisses. Le Français Michel Platini dénonce pour sa part une fuite délibérée d'une source officielle de la FIFA qui, selon lui, vise à porter atteinte à son image. Les élections à la Fédération internationale de football association se tiendront le 26 février prochain. Cette suspension pourrait provoquer l'inéligibilité de Michel Platini à la tête de la Fédération internationale de football association. Pourtant, jeudi matin, Michel Platini assurait qu'il a fait des démarches pour déposer sa candidature. Et il poursuit que malgré la suspension, il maintient son dossier. Notons que cette suspension de Blatter, Platini et Valk peut être prorogée de 45 jours, ce qui met le prince jordanien Ali Al-Hussein en pole position. Ce dernier qui a confirmé une nouvelle fois sa candidature était déjà face à Sepp Blatter il y a quelques mois. Le jordanien avait dû jeter l'éponge au deuxième tour de l'élection. Au Cameroun, une dispute familiale vire au drame au quartier Briqueterie à Yaoundé. Selon des témoins, un homme d'une 50aine d'années a été tué à l'aide d'un tournevis par son frère cadet. La famille éplorée a refusé de s'exprimer au micro de nos reporters pour évoquer les circonstances de ce drame. Les témoins font état de ce qu'une dispute familiale a viré au drame et un homme d'une 50aine d'années a été tué à l'aide d'un tournevis par son frère cadet. Restons à Yaoundé où des transporteurs et vendeurs de sable continuent de défier la communauté urbaine de cette ville. Malgré les injonctions de libérer le site d'Olembe, certains poursuivent les activités provoquant de nombreux accidents sur cet axe routier. Reportage, Marcelin Gansop. Sur la plateforme multimodale d'Olembe, des camions de sable sont stationnés. Nous allons quitter, mais on demande seulement la place, c'est tout simple. Tout se passe comme s'il n'y avait pas péril en la demeure. Et pourtant, un communiqué du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé invite des transporteurs de sable à libérer le site, et ce, sans délai. Ceux qui sont en haut là, c'est une petite rébellion. Nous leur avons demandé de descendre avec nous. Nous sommes même tous descendus. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont en train de tripatouiller entre nous. Ils sont remontés quelques jours bien après là-bas. Un site a pourtant été octroyé par la communauté urbaine de Yaoundé pour servir de dépôt de sable au quartier Olembe.
À en croire ceux qui ont choisi la voie de la légalité, l'espace est suffisamment grand pour accueillir le maximum de camions. Avant qu'ils ne soient en haut, ils étaient en bas. Ce parc prend 280 camions. Je me refais sur les registres de paye. Il y a plein d'espace. Donc ils ont été domptés par un certain monsieur qui les a sortis, c'est un bâche. En voulant créer leur rébellion, c'est un autre syndicat dans le syndicat. On s'achemine donc vers un conflit entre la communauté urbaine de Yaoundé et les transporteurs récalcitrants. Gilbert Simi Evona ne reconnaît pas leur avoir délivré une quelconque autorisation pour occuper la plateforme multimodale d'Olembe. Parce que vous constatez avec moi, quand vous passez au niveau de Petrolex, la route est détériorisée, ça nous fait mal. C'est l'argent du contribuable qui se dispatche comme ça. Personne n'est content qu'il puisse perdre un membre de sa famille suite à un accident. Nous sommes d'avis avec le délégué du gouvernement qu'il puisse faire une descente inopinée dans les jours à venir pour tracter les récalcitrants. En clair, les contrevenants se maintiennent sur le site à leur risque et péril. Et Dieu seul sait ce dont Gilbert Simievuna est capable lorsqu'il est fâché. Dans le reste de l'actualité, des contrôles de la police municipale suscitent des grincements de dents à Douala. Des usagers crient à l'arnaque. Des agents de la communauté urbaine outrepassent les fonctions pour demander aux usagers de présenter toutes les pièces de leur voiture. Pourtant, cela relève des compétences des forces de l'ordre. Warren Zede et Étienne Pascal Azégué. Cela fait plusieurs semaines que les agents de la communauté urbaine de Douala sont déployés dans les différentes artères de la capitale économique pour le recouvrement de certaines taxes. Il s'agit notamment de l'impôt libératoire et de la taxe sur le stationnement. Mais les usagers se plaignent de la manière avec laquelle cette opération est menée sur le terrain par les agents de la communauté urbaine de Douala. Ces agents sont accusés d'outrepasser leurs compétences. Ces gars ont déjà un peu beaucoup de pouvoir, même que la police ils nous interpelle à tous les coups. Ils demandent stationnement, impôts, vignettes, ce qui est normal. Mais parfois ils vont au-delà, ils nous prennent même les permis de conduire, les capacités et tout ça là. Et quand nous leur présentons cela, à certains, ils le prennent favorablement. Mais d'autres, ils insistent. Et quand tu lui parles, même que ce n'est pas son domaine, il s'énerve, il préfère appeler l'homme en tenue pour venir confisquer ton dossier. L'arnaque de ces agents véreux de la communauté urbaine de Douala ne se limite pas seulement aux usagers des propriétaires de véhicules. Même les propriétaires de motos font partie de leur cible préférée. Quand vous n'êtes pas informé, n'est-ce pas, ils vous demandent tous ces papiers. Quand vous avez seulement un seul, ou soit vous avez seulement la partie de la moto, ils vous pénalisent comme ils peuvent vous pénaliser. Ça peut partir de 5 à 10. Ils nous demandent tous les papiers conformes de la moto. L'activité se développe au vu et su de tout le monde sans que cela n'émeuve les autorités compétentes. La fois dernière, on m'a pris en face de SGBC Bonamoussa dit il n'y a pas de panneau qui indique de ne pas stationner là-bas. Mais le gars, carrément, il demande mes pièces personnelles, ce qui n'est pas normal. Il menace de me mettre à la fourrière contre une somme d'argent et il m'a pris 2000 et il m'a laissé partir. Ce type d'agissement interpelle au premier chef les initiateurs de ces contrôles qui doivent dès lors prendre des mesures qui s'imposent afin que de telles pratiques cessent. Près de 400 kg de chanvre indien ont été saisis à Fumban, dans la région de l'Ouest. C'est le résultat des investigations des fins limiers de la gendarmerie. Ils ont également interpellé un présumé trafiquant de drogue. Reportage, Albertine Bichaga. Les 10 sacs de chanvre indien, soit 400 kilos de cette drogue, provenaient de Djakiri, dans la région du Nord-Ouest, pour atterrir à Koutaba, à Fumban. C'est donc au cours d'une opération savement menée par les éléments de la brigade de gendarmerie de Bangoura que la saisie a eu lieu. Les trafiquants repérés lors d'un contrôle routier de routine sur la route Kumba-Fumban ont été filés jusqu'à leur arrestation. Seulement sur les 2 véhicules transportant le dangereux produit, les gendarmes réussiront à intercepter un seul après la fuite de l'autre. L'opération conduite par le commandant de compagnie de gendarmerie de Noun, le capitaine Apollinaire Hassana, a également permis de mettre la main sur un présumé trafiquant de chanvre indien. Parlons à présent des formations académiques. Nous sommes en période de préinscription universitaire. C'est un véritable casse-tête pour des étudiants. À cela s'ajoute l'épineux problème d'orientation académique. Quelle filière choisir pour espérer décrocher un emploi au terme de ces études?
Et vous le verrez dans ce reportage, le boom des formations professionnelles attire de plus en plus des jeunes bacheliers. Reportage Albertine Bitiaga. J'aurais souhaité aller à l'université privée puisque avec un BTS, actuellement, on trouve un peu facilement de travail. Comme cette jeune étudiante inscrite à l'université de Douala, aller à la fac n'était pas la première option après le baccalauréat. D'autres étudiants avouent même sans le cacher, l'université est le dernier choix. Je suis venue à l'université de Douala parce que je ne voulais pas perdre une année comme ça. En fait, j'ai fait les concours et j'attends les résultats. Au cas où ce n'est pas bon, je viens ici à continuer. L'année prochaine, je reprends les concours. Et ils sont nombreux aujourd'hui à bouder les facultés des universités d'État. Après le baccalauréat, la majorité des jeunes bacheliers, lorsqu'elles ne passent pas un concours de grande école, est attirée par les formations offertes dans des instituts privés d'enseignement supérieur. L'avantage, c'est par rapport aux stages que les universités privées nous offrent. Nous avons l'avantage d'apprendre dans la théorie et puis nous approfondir dans la pratique. Des arguments qui tiennent, mais pas suffisants pour déterminer le choix de l'orientation académique selon les responsables de ces instituts. Le projet est un outil déterminant pour la formation des jeunes parce que ça lui permet de répondre à la question de savoir qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Il faut aussi, pour opérer son choix, tenir compte selon ses responsables du facteur financier. Celui dont les parents n'ont pas les moyens pour financer de très longues études va commencer par recevoir une formation qui lui permet de gagner sa vie le plus tôt possible. Bac plus 2. La situation économique des familles fait que les jeunes bacheliers sont à la recherche de formations professionnalisantes courtes. Malheureusement, tout n'est pas aussi simple et évident puisque même dans ces IPES, l'on affirme que beaucoup de jeunes échouent leur orientation académique et ont du mal à réussir leur insertion professionnelle. Comme quoi, l'orientation académique devrait prendre en compte une bonne batterie de paramètres. Mais le plus important étant peut-être d'aimer ce que l'on choisit. Cette multiplication des formations professionnelles cache bien mal d'autres réalités. En effet, la qualité de la formation s'est dégradée au fil des ans sous le regard impuissant du gouvernement. Du coup, des jeunes diplômés peinent à s'insérer dans le marché de l'emploi. C'est l'analyse de Guy Zogo. La démultiplication des établissements de l'enseignement supérieur au Cameroun suscite bien des préoccupations. À ce sujet, le Premier ministre a interpellé récemment le ministre de l'enseignement supérieur sur la qualité des savoirs qui y sont dispensés. Les enseignements qui avaient prévalu durant les années antérieures sont les mêmes qui sont présentés, alors qu'il y a nécessité de réorientation et de recadrage, avec en toile de fond, en tenant compte notamment des exigences des questions socio-professionnelles qui se... Il devient dès lors indispensable d'orienter ceci vers plus d'efficacité. Cette professionnalisation reste davantage un vœu pieux et pompeux, parce que véritablement, on s'agglutit notamment autour des discours essentiellement démagogiques, mais dans les faits, il y a véritablement à refaire. C'est le chemin à emprunter pour se sortir de l'étau d'un grand nombre de diplômés, peu ou pas, en phase avec la réalité du marché de l'emploi, voire des grands chantiers nationaux. Parce qu'aujourd'hui, il faut valoriser les métiers techniques et techno-scientifiques. Les licenciés en littérature, en sociologie, sont davantage considérés comme des individus, certes, qui sont nécessaires, mais qui ne sont pas adaptés à la nouvelle donne. Aujourd'hui, il y a les projets structurants. On a besoin beaucoup plus des mécaniciens, des chaudronniers, bref, ceux qui sont outillés en matière technique. La tutelle, le ministère de l'enseignement supérieur, ne semble pas toujours montrer suffisamment de coercition. Si aujourd'hui on n'arrive pas davantage à faire notamment les états généraux de l'enseignement supérieur, si on n'arrive pas davantage à créer un projet à long terme au niveau du formatage même de l'esprit de l'enseignement supérieur, on ne va rien changer. C'est-à-dire on va toujours rester là dans des solutions, à mon sens, de saupoudrage ou bien de colmatage des brèches. C'est donc un chantier qui reste en construction malgré le mérite qui est déjà celui de l'existence de ces établissements supérieurs. Toujours dans ce registre, il y a également de la cacophonie dans la formation médicale au Cameroun. Le gouvernement veut siffler la fin de la récréation à travers des programmes harmonisés de formation. L'objectif est de mettre fin à la disparité observée à travers cette multiplication des instituts professionnels dans la formation médicale. Ce projet a été présenté ce jeudi à Yaoundé. Élisée Bogba et Aïk Cyril. Face à la cacophonie qui n'a que trop duré en termes de formation dans les domaines de la santé au Cameroun, le ministère de l'Enseignement supérieur veut donner un coup de pied dans la fourmilière. Il s'agit de créer
un canevas général, d'éviter la cacophonie dans la formation, afin qu'on retrouve les mêmes variables scientifiques, heuristiques et en matière d'appui au développement dans tous les instituts. La floraison des instituts de formation sanitaire entraîne une disparité qui se répercute sur le terrain. Quand vous êtes dans une structure pharmaceutique et vous recevez des stagiaires, vous voyez que dans les objectifs de stage, ce n'était pas toujours la même chose. Pour endiguer le fléau, un programme harmonisé de formation a été élaboré et présenté au chef d'établissement de formation sanitaire. On doit pouvoir passer de telle fac à telle fac, tel institut à tel institut, et le socle demeure un socle commun. Mais pour passer du savoir tout court au savoir-être, la transformation des plantes traditionnelles apparaît comme une piste de solution. J'aimerais que nos programmes reflètent également ce génie africain en adaptant ce que nous avons comme substrat naturel, les plantes et les divers produits, en les adaptant à la modernité. Sur ce plan, les experts réunis à Yaoundé affirment que le Cameroun n'est pas dernier en la matière. Il y a un certain nombre de médicaments traditionnels améliorés qui sont mis sur le marché. C'est simplement que parfois la promotion de ces produits n'est pas toujours faite de façon efficiente. Les programmes harmonisés pour éviter la disparité dans la formation de la composante médicale au Cameroun concernent 3 filières: la médecine humaine, la pharmacie et la médecine bucco-dentaire. Demande la nomination d'un nouveau ministre de la Culture. Des artistes dressent déjà leurs attentes, notamment la résolution de cette crise observée dans la gestion du droit d'auteur au Cameroun. Reportage Éric Martial Ndjomo. Du problème des droits d'auteur et des droits voisins au Cameroun. Le prédécesseur de Narcisse Mouelé Kombi rentre dans l'histoire comme non seulement ayant été incapable de siffler la fin de la récréation, mais plus comme ayant en quelques années de pouvoir au département des arts et de la culture au Cameroun, vu défiler près de 3 sociétés de gestion collective des droits d'auteur. Le nouveau ministre des Arts et de la Culture a le devoir de siffler cette fin de récréation et des coups bas entre CMC, SOCAM et SOCACIM, entre autres. Bien plus, l'apanage est généralement fait aux artistes musiciens. Les ministres des Arts et de la Culture qui se succèdent à la tête de ce département ministériel oublient très souvent les autres composantes artistiques et culturelles dans leur gestion. Narcisse Mouelé Kombi sera attendu sur bien d'autres fronts. Parmi eux, le problème de piraterie qui mine le monde artistique au Cameroun. Notre pays dispose de peu de salles de spectacle. Les stades, espaces ouverts et palais de sport servent malheureusement de palliatifs. Les musées sont à la traîne au Cameroun, les artistes y exposant se voyant de moins en moins. Le cinéma local est embryonnaire et tatillon, non subventionné qu'il est dans notre pays. La conséquence est toute simple, les arts étrangers sont plus en vogue dans notre pays que les productions locales. Le nouveau ministre des Arts et de la Culture a la lourde mission de redorer le blason dans un domaine aussi sensible qui par extension fait office de vitrine d'exposition dans d'autres pays. L'ex-fonctionnaire de la présidence de la République connaît l'ampleur de la tâche, lui en qui les artistes ont décidé de fonder tous leurs espoirs de changement. Il y a encore du chemin à faire pour parvenir à la parité homme-femme au Cameroun. C'est ce qui ressort de l'évaluation du plan d'action du Commonwealth initié pour notre pays. Compte rendu, Joël Essengue et Marcelin Gansop. Je parlais donc de ce problème de parité homme-femme qui est loin d'être résolu au Cameroun selon la dernière évaluation du plan d'action du Commonwealth initié pour le Cameroun. Nous y reviendrons. Une escale à l'étranger. Dans ce journal, le climat de tension qui règne actuellement au Proche-Orient s'en est encore durci aujourd'hui avec la multiplication des actes à l'arme blanche visant des Israéliens. Pour cette journée, on dénombre déjà plus de 4 agressions. On voit tout cela avec nos confrères de TV5 Monde. Déroule au poste de contrôle de Beit El, une colonie juive au nord de Ramallah, en Cisjordanie. Depuis plusieurs heures, des Palestiniens jettent des pierres sur les soldats israéliens, postés à quelques mètres d'eux. Quand tout à coup, plusieurs hommes se regroupent, sortent leurs armes et tirent en direction des manifestants. Ces hommes seraient des Mousta'aribines,
des agents des services de sécurité israéliens. Leur mission, se déguiser, infiltrer les manifestants et épauler l'armée pour arrêter les meneurs palestiniens. Ils sont juifs, arabes israéliens ou bédouins, et ils parlent arabe comme les Palestiniens. Ces agents infiltrés, c'est d'ailleurs ce que redoutent le plus les manifestants palestiniens. Les soldats israéliens arrêtent 3 étudiants venus manifester avant de les traîner vers leur véhicule blindé. Tous les 3 sont blessés, l'un d'entre eux atteint par une balle à l'arrière du crâne et dans un état critique. Alors que les tensions redoublent en Cisjordanie et à Jérusalem, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou appelle les Israéliens à être en état d'alerte maximale. Il a d'ailleurs annulé sa visite en Allemagne ce jeudi en raison de la multiplication des violences entre Israéliens et Palestiniens. À présent, un publi-reportage avant la deuxième partie de ce journal. 100 jeunes viennent de prendre part à l'Académie de Leadership. C'est une initiative soutenue par la Société anonyme des brasseries du Cameroun. Reportage. Être leader, c'est sous ce leitmotiv que s'est tenue la 4e édition de l'Académie camerounaise de leadership du 13 au 19 septembre 2015 à Ombé, dans la région du Sud-Ouest. Nous sommes très contents d'accueillir les participants, les académiciens qui viennent des 10 régions du Cameroun. Pendant les prochaines 1 semaine, nous aurons beaucoup de formations. Ils vont se réveiller très tôt, de 5h30. Ils vont se coucher pratiquement à minuit, 2h du matin. Donc ils auront à peine 4 à 4h30 de sommeil. Ce sont donc 100 jeunes âgés entre 18 et 35 ans et sélectionnés sur la base de leur engagement citoyen qui ont pris part à ce séminaire de formation d'1 semaine dont les principaux enseignements relèvent du leadership et du management. Cette année, nous avons près de 16 keynote speakers, donc conférenciers, qui viennent du monde des affaires, à peu près 80%, mais aussi des leaders, des jeunes, surtout des femmes, qui sont dans le monde du développement, dans le monde aussi des ONG. Un programme taillé sur mesure qui a également permis à ces jeunes de partager l'expérience de plus de 15 directeurs généraux d'éminentes entreprises camerounaises. À l'issue, il s'agit d'inculquer aux participants des notions sur l'esprit d'équipe, la responsabilité sociale et individuelle, la citoyenneté active, la connaissance et la valorisation des grandes figures historiques, bref, des valeurs de leader. Un leader doit montrer l'exemple, rester humble. Un leader doit rester attentif à son environnement. Un leader doit pouvoir se remettre en cause et faire attention aux certitudes. Les enseignements provenant du directeur commercial des brasseries du Cameroun, le leader ne doit jamais laisser transparaître ses émotions et qu'un bon leader doit lutter contre la susceptibilité et ne doit pas se fier à ses sens. L'édition 2015 de l'Académie camerounaise a également reçu l'onction du gouvernement avec la participation à cette édition du ministre du Travail et de la Sécurité sociale Grégoire Owona. Vous ne devez pas avoir ni peur, ni honte de rêver. Pourquoi? Parce que le rêve est à la base même de l'entreprise. Vous devez rêver d'abord. Le représentant du gouvernement, qui a aussi à l'occasion défini la posture que le jeune Camerounais devrait adopter aujourd'hui. Heureux d'avoir trouvé ici des jeunes qui se posent surtout la question de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour leur pays et non pas des jeunes qui attendent que le pays fasse tout pour eux. Pour les jeunes participants à l'Académie de leadership de 2015, l'apport de la formation porte déjà ses fruits. Depuis le début de cette édition, je suis vraiment très positivement impressionné dans la mesure où cette académie m'a permis vraiment de changer littéralement ma façon de voir les choses. Désormais, j'ai beaucoup plus confiance en moi et puis je regarde les choses avec beaucoup plus d'optimisme. Le cabinet Go Ahead Africa, spécialisé dans le renforcement des capacités des managers et leaders africains et ses partenaires, voit en ces rencontres de l'Académie de leadership un moyen efficace de permettre aux jeunes de jouer un rôle significatif pour le progrès et l'émergence du Cameroun.
Pour l'initiateur de ce projet, Roland Kwemen, président du conseil d'administration de Go Ahead Africa, les jeunes leaders et entrepreneurs sont les véritables ambassadeurs de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Je vous le disais en titre, la cataracte est la première cause de cécité dans les pays en voie de développement. Le Cameroun n'échappe pas à ce problème de santé publique. Pourquoi la cataracte et d'autres maladies des yeux connaissent une recrudescence au Cameroun? Quelles sont les limites de stratégie nationale de lutte et de prévention contre ces maladies des yeux? À l'occasion de la Journée mondiale de la vue, nous en parlons en deuxième partie de ce journal. Je reçois en deuxième partie de ce journal le docteur Blaise Azefak. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ophtalmologiste. Merci d'être venu sur ce plateau. Alors, les pays en voie de développement sont les plus touchés par les maladies des yeux. Pour vous, docteur, quel est l'état des lieux au Cameroun? Alors, je vous remercie déjà de me donner la parole au cours de cette journée qui marque la Journée internationale de la vue, qui se célèbre tous les deuxièmes jeudis du mois d'octobre chaque année. Alors, l'état des lieux, moi je vais lire juste les statistiques qui sont assez récentes. Il y a dans le monde près de 285 millions de personnes qui présentent des problèmes de vue, des problèmes assez sévères. Et près de 90% de ces personnes-là vivent dans les pays pauvres. Et on note aussi que 82% des aveugles dans le monde sont âgés de 50 ans et plus. Donc ça, c'est des chiffres, c'est des statistiques. Et on a noté aussi que 80% de ces problèmes de santé visuelle sont évitables ou curables. Donc ça, c'est des statistiques qui sont tout à fait récentes, qui concernent les problèmes de vue dans le monde et principalement dans les pays développés. Alors la cataracte, justement, docteur, c'est la première cause de cécité dans ces pays en voie de développement. Le Cameroun n'échappe pas à ce problème de santé publique. Qu'est-ce qui explique la recrudescence de la cataracte au Cameroun? Alors il y a des raisons. Et la première, c'est que il y a l'explosion démographique. On est beaucoup plus nombreux aujourd'hui qu'avant. Hein. Et la deuxième, c'est qu'on vit beaucoup plus longtemps. Donc l'espérance de vie a augmenté. Donc la cataracte étant en majorité due à l'âge, il est tout à fait normal qu'on constate l'augmentation du nombre de cataractes. Qu'est-ce qui provoque justement, comment est-ce qu'on peut reconnaître, identifier cette maladie? Qu'est-ce qui la provoque? Au-delà de l'âge, au-delà du fait qu'il y a une démographie qui est plus importante. Alors la cataracte d'abord c'est quoi? Je crois que c'est le vieillissement, hein, c'est la perte de transparence d'un organe de l'œil qu'on appelle le cristallin, qui est normalement transparent et qui peut perdre sa transparence du fait de l'âge ou du fait d'une autre maladie quelconque, voilà, d'un traumatisme ou bien d'une maladie de l'œil. Voilà. Et son traitement, il est simple, c'est la chirurgie cataracte. Justement, il y a aussi de plus en plus des enfants au Cameroun qui sont victimes des maladies des yeux. Comment expliquer cela, docteur? Bon, tout à l'heure je disais qu'on est de plus en plus nombreux. Et le monde d'aujourd'hui exige d'avoir une qualité de vue assez bonne, pour ne pas dire parfaite. Tout le monde à la maison, nous avons la télévision, les enfants vont à l'école. Pour l'école, ils ont besoin de la vue. Ce qui fait que il faut, en principe, à tous les enfants faire des dépistages visuels avant qu'ils n'entrent à l'école. Et si tous les enfants étaient dépistés, il y aura encore plus d'enfants qui présenteraient des problèmes de vue. Je pense que le problème de vue chez les enfants est sous-estimé ou sous-diagnostiqué. Vous parlez donc là d'un problème de stratégie nationale de lutte contre les maladies des yeux. Il existe un comité national de lutte contre la cécité, mais qui présente de nombreuses défaillances. Docteur, au niveau de cette stratégie justement pour mieux diagnostiquer cette maladie, partagez ce point de vue? Oh, je ne sais pas si je partage votre point de vue, mais je crois qu'il y a un programme national de lutte contre la cécité qui existe et qui travaille. Mais je pense que le problème de la vue est tellement important que ceux qui concernent les enfants ne sont pas une priorité, je crois, pour l'instant. La priorité, c'est la prise en charge des problèmes beaucoup plus importants comme les cataractes, comme les glaucomes, comme le trachome. Mais la prise en charge aussi est très élevée. On parle de près de 400 000 francs CFA. Selon certaines estimations au Cameroun,
Est-ce que cela est à la portée du Camerounais lambda de pouvoir se soigner? La prise en charge d'une chirurgie de la cataracte, vous voulez dire? Oui. Oui, bon, ça varie beaucoup. Hein. Ça varie en fonction de là où le patient va se soigner. Hein, ça peut varier de 50 000 francs dans des centres comme les centres d'ophtalmo sans frontières, à plus de 500 000 francs dans certaines cliniques de la place. Justement, mais ces centres ne sont pas disséminés dans tout le Cameroun. Les zones reculées ne peuvent pas bénéficier de ces prix, 50 000 francs, encore que cela n'est pas aussi à la portée des Camerounais. Est-ce que le gouvernement fait assez pour réduire ces coûts de prise en charge? Je pense que le gouvernement, comme les acteurs institutionnels, font assez. Je pense qu'à 50 000 francs déjà, ce qu'on appelle les coûts, 50 000 francs, ce n'est pas suffisant déjà pour couvrir toutes les charges liées à l'opération de la cataracte. Hein. Donc si certains centres le font à 50 000 francs, ça veut dire qu'ils ont des apports soit financiers, soit en matériel ou en consommable pour pouvoir maintenir des coûts aussi bas. Alors, il y a l'aspect de la prévention qui n'est pas beaucoup évoqué. Comment on peut prévenir ces maladies des yeux? Comment les éviter? C'est possible, docteur? Oui, on peut les éviter. On peut les éviter en ayant une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène oculaire. Hein. Déjà que pour ce qui concerne la cataracte, la cataracte d'abord, elle est due à l'âge aussi. Hein. La principale cause de la cataracte, c'est l'âge. Mais on peut l'éviter ou bien la ralentir en se protégeant les yeux, je pense, en utilisant des lunettes de soleil lorsqu'on est exposé au soleil, ce qui n'est pas le cas dans nos régions. Voilà. Un manque de culture avec les lunettes de soleil. Pourtant, d'autres estiment, selon l'imagerie populaire, que les lunettes de soleil peuvent plutôt altérer la vue. Non, il y a des mauvaises lunettes, hein, mais des lunettes optiques prescrites par un médecin ou un ophtalmologiste ou bien par un opticien peuvent faire l'affaire. Au-delà de l'hygiène de la vue, il n'y a pas d'autres moyens de prévention également? La cataracte? D'autres maladies des yeux, docteur? Bien sûr, c'est ce que je dis, c'est le problème d'hygiène de vue. L'hygiène de vie, l'hygiène de vue. Pour ceux qui les maladies qui sont liées aux complications des maladies générales, par exemple le diabète, qui dans les pays développés constitue quand même l'une des principales causes de perte de la vue. Chez nous, il y en a, mais pas autant. Il suffit seulement d'avoir un bon contrôle de sa glycémie, d'être bien suivi par le médecin pour éviter d'avoir des problèmes plus tard. Docteur Blaise Azefak, merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévision.